fait. Le premier certificat sur lequel il a eu, c'est Offensive Security Certified Professional. Ça veut dire professionnel certifié en sécurité offensive. Voilà, donc, c'est un certificat qui montre aujourd'hui que Kali, en termes de sécurité offensive, ici connaît en fait. Ça, c'est le premier niveau de certificat. Et généralement, vous allez voir que les certificats, pour les avoir, c'est des QCM. Mais pour ce certificat dont il vient de parler là, c'est un certificat où il faut faire la pratique pour l'avoir en fait. Ce n'est pas des QCM où tu réponds par oui ou non, où tu coches des cas de réponse, non. Mais c'est plutôt de la pratique que tu fais avant d'avoir ce certificat-là. Et bon, c'est un examen qui te prend 24 heures ou 48 heures. Ça, c'est le premier niveau. Après, il avait un autre certificat qui s'appelle OZEP, si on veut dire ça comme ça. Sinon, c'est Offensive Security Experience Penetration Tester. C'est-à-dire, testeur d'intrusion expérimenté en cybersécurité. Donc, avoir ce certificat-là signifie que tu sais contourner les défenses d'un système sans jamais être détecté, en fait. Et puis, tu peux y rentrer dans le système. Après le OZEP, il y a un autre certificat encore qu'on appelle Offensive Security Web Expert. Expert en sécurité offensive des applications web. Donc, déjà, ces trois premiers certificats-là montrent la maîtrise qu'il a au fait dans le domaine de la cybersécurité. Maintenant, à ces certificats, aujourd'hui, il rajoute deux autres certificats. Un autre certificat qu'on va appeler Certified Red Team Professional, professionnel certifié en équipe d'attaque. Voilà. Et ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il a une expertise également dans tout ce qui est Active Directory. Active Directory, c'est ce qu'on utilise généralement dans les entreprises où on recense tous les mails de tout le monde, tous les accès de chaque employé de l'entreprise. En fait. Donc, pour terminer, il a un certificat il a le certificat ITIL. Bon, je pense que la plupart des personnes qui sont connectées le connaissent. Voilà. Donc, pour dire que c'est quelqu'un aujourd'hui, il sait attaquer un système, mais il ne sait pas qu'il a attaqué un système, mais c'est aussi un architecte du système également qui protège. Voilà. Ça, c'est ce que moi, je sais de lui en termes de compétences, mais peut-être que lui aussi il aura l'occasion de se présenter sur d'autres expériences qu'il a au fait. Donc, on va lui laisser la parole pour qu'il débute notre session et qu'il nous forme également sur les sujets sur lesquels il va présenter. Donc, Khalil, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Youssouf. Bon, moi, j'ai pas, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Merci pour cette belle introduction. J'ai appris des choses sur moi-même. Et donc, je vais pas en dire plus. Moi, juste un honneur de pouvoir vous entretenir ce matin sur ce sujet. On entend beaucoup parler de sécurité, d'IA ces derniers temps. Souvent, tu peux tomber sur des articles assez clairs. Souvent aussi, tu peux tomber sur des choses assez complexes. Donc, l'idée de la session d'aujourd'hui, c'est vraiment un dialogue. Il y aura beaucoup de questions que je vais poser, vous poser à vous, avant que peut-être vous-même vous me posiez des questions. Et donc, l'objectif pour moi, c'est que à la sortie de cette session, chacun pense différemment lorsqu'il va interagir avec une IA. Alors, le thème, les angles morts de l'IA, sécuriser les modèles, pas seulement le code, il a été choisi, comme je l'ai dit d'entrée, parce qu'on se retrouve beaucoup à parler de sécurité, mais concrètement, l'approche avec l'IA, il y a quelques nuances à prendre en compte. Et donc, pour cerner ces nuances, il faut changer, on va dire, de paradigme et comprendre pourquoi la sécurité IA est différente. Et donc, moi, j'aimerais commencer par une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous devez sécuriser une API classique versus un LLM, quelles sont, on va dire, les surfaces d'attaque que vous allez devoir protéger? Pour peut-être reformuler légèrement la question. Quand on parle d'API aujourd'hui, voilà, on sait qu'il y a une URL qui doit être contactée, etc.
Donc, si je dois protéger cette API, je vais essayer de m'assurer, par exemple, que cette URL ne peut être appelée par n'importe qui, ce genre de choses. Mais maintenant, quand on est sur un LLM, qu'est-ce qu'on sécurise en fait? C'est quoi on est censé sécuriser? Et j'ai juste oublié de le dire, c'est que l'IA est tellement vaste, on peut parler de tellement de sujets, que la présentation d'aujourd'hui, on va faire un focus un peu sur les LLM. Et si vous le souhaitez, la prochaine fois, on pourra parler de sécurité sur d'autres pans encore de l'IA. Mais aujourd'hui, ça sera un focus sur les LLM. Et donc, je sécurise une API, je dois sécuriser un LLM. Quelle est la différence fondamentale entre on va dire ces deux systèmes? OK. Pour Alors, ceux qui veulent répondre, ah je ne sais oui, pas si les gens veulent répondre, il n'y a pas de souci, oui, hein, oui, vous sinon, pouvez lever la main pour répondre. Levez la main, puis on y va. Petit fragment, juste pour comprendre bien comprendre la oui. question, hein. Mhm. Quand vous dites sécuriser un LLM, est-ce que là, vous parlez déjà de la sécurisation depuis le départ ou bien c'est à la phase finale, en fait, au niveau de l'application? Ça dépend, voilà, c'est juste savoir comment est-ce que vous percevez ça. Si on vous parle aujourd'hui de sécuriser un LLM, Mhm. comment est-ce que c'est perçu comparé à une API? Est-ce que vous voyez des différences ou c'est quasiment la même chose? Non, bon, je me dirais que, bon, je me lance, hein, avant que peut-être les autres ne se lancent. Moi, je me dirais que déjà, depuis le départ, il faudrait sécuriser déjà les données sur lesquelles on va travailler pour le modèle. Mhm, Voilà. Maintenant, bien évidemment, le système également sur lequel on va travailler. Et puis, bon, si les données sont sécurisées et le système sur lequel on va travailler, après, mhm, on peut faire le modèle. Et puis, à la fin, l'application qu'on va mettre, qui va attaquer le LLM, c'est vrai qu'il va mhm, utiliser les API. Ça également, on pourra mettre des sécurités dessus. Par exemple, tout le monde ne pourra pas utiliser le LLM. Ça sera peut-être un LLM qui sera des réseaux bien définis. Et puis également, peut-être mettre des tokens sur l'API, de sorte que le token, il peut être expiré depuis un mhm. certain nombre de temps. Bon, c'est un peu à tout ça que je pense, quoi. Ok. Vraiment comme ça. Ok, ok, c'est super. C'est super déjà de voir qu'il y a de bonnes notions que tu as pu faire ressortir. Et c'est de tout ça qu'on va parler au cours de cette session. Donc, effectivement, quand on est dans des API classiques, donc on connaît la surface d'attaque qui est stable. Donc, quand on parle de surface d'attaque, c'est que on sait qu'est-ce qu'on doit attaquer très clairement. On a des endpoints, comme par exemple slash user, slash create, ou slash login, ou slash dashboard, etc. Les différents points d'entrée ou bien les différentes portes pour avoir accès aux API sont généralement connues. C'est listé, c'est classique. Et puis, aujourd'hui, on sait plus ou moins les différents types d'attaques qu'on peut réaliser sur ces différentes portes d'entrée. Cependant, quand on est sur des LLM, déjà, l'un des, précis, des premiers risques, c'est que c'est pas des fonctionnalités qui s'exécutent ligne par ligne. Donc, quand je vais sur mon API et que je fais slash user slash create pour créer un nouvel utilisateur, il y a une fonction dans un langage qui est définie et qui va s'exécuter ligne par ligne pour arriver à un résultat bien déterminé qu'on connaît. Ce qui est déjà différent avec les LLM. Donc, on n'a pas directement la même question posée, peut avoir plusieurs, on va dire, réponses différentes. Et ça, on le constate quand on teste par exemple, LLM. Et même, j'ai envie de dire, si tu as
LLM que tu as l'habitude d'utiliser, si tu lui poses la même question deux fois dans des contextes différents, il te donnera des réponses différentes. En temps, une API, bah, t'as toujours la même chose. Et donc, on va dire, complexité que les LLM apportent dans leurs réponses change énormément de choses. Et ça, c'est parce que sur les API classiques, on a des langages de programmation qui sont utilisés, donc on envoie des instructions très claires. De l'autre côté, on a plutôt le langage humain comme vecteur d'attaque. Donc, quand je vais attaquer une API classique, je vais essayer des techniques qui sont propres à de la technologie. Donc, je vais essayer d'insérer du code. Je vais essayer de modifier le fonctionnement du protocole. Je suis vraiment dans des choses très techniques. Mais l'autre point, quand je vais sur des LLM, c'est que je vais parler en fait en langage courant. Et donc, j'ai pas forcément besoin d'une formation technique de pointe. J'ai juste besoin de ma créativité. Et je peux le faire dans n'importe quelle langue. Donc, naturellement, tout utilisateur est, on va dire, potentiellement des hackers. Donc, où avant, on avait une population, on va dire, restreinte de personnes qui pouvaient attaquer les systèmes, aujourd'hui, bah, on a 8 milliards d'êtres humains qui, dès qu'elles savent parler une langue, n'importe laquelle, parce que les LLM, généralement, comprennent plusieurs langues, que ce soit le mandarin, l'anglais, le français, etc. Donc, du coup, pour protéger les LLM et les API classiques, ça ne peut plus être la même chose. Je développe une API en PHP ou en Java, j'applique des techniques de protection de PHP ou de Java. Mais avec les LLM, bah, je ne peux pas juste dire ici dans le texte que l'utilisateur saisit, il y a hacker ou quoi, fait un blocage, machin, parce que il peut s'exprimer dans toutes sortes de langues. Et puis, ce n'est pas des suites d'instructions claires qui sont réalisées, c'est juste comment est-ce que ce sont de la probabilité en fonction de ce qui est saisi. Et donc, on se retrouve vraiment dans une multitude de choses possibles. Et donc, une fois ça bien compris, tout ce qui concerne les LLM nécessite une nouvelle posture de sécurité. Donc, on ne peut plus juste se baser sur, on va dire, uniquement les anciennes appréhensions qu'on a de la sécurité pour dire, OK, aujourd'hui, j'ai développé une super application IA qui fait ceci, qui fait cela, et puis me dire que non, c'est bon, c'est sécurisé. Et donc, pour aller un peu plus loin dans les explications, on va prendre un petit exemple. Donc, on va s'imaginer une banque avec des murs en béton bien calés. On a un système de vidéosurveillance dernière génération, reconnaissance faciale. Avant d'entrer à l'intérieur de la banque, le système te demande de prendre ton empreinte, etc. Mais vraiment, tu as quoi, un scanner, un détecteur de métal, mais vraiment tout. Tu as toute la panoplie. Et donc, tu rentres dans la banque, voilà, toi-même, tu te sens en sécurité tellement, tout ce que tu as eu comme dispositif de sécurité impressionnant, tu te dis, ah ouais, c'est du solide. Et donc, tu parles à ton conseiller client et tu te rends compte que quand tu lui parles poliment, bah, comme tu es poli, tu es gentil, il peut te donner toutes sortes d'informations, c'est-à-dire même des informations sur d'autres clients. Ça a l'air un peu drôle, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec, on va dire, les chatbots IA qu'on met à disposition pour pouvoir faciliter le support, pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Donc, on va se retrouver à durcir euh, toutes sortes d'environnements et puis on déploie un chatbot et si on ne comprend pas comment sécuriser ce type d'application qui fonctionne avec de l'IA, ça sera la même chose. C'est-à-dire, on aura mis tout ce qu'on veut et in fine, en discutant simplement avec quelqu'un, bah, la personne nous donne toutes sortes d'informations possibles sur l'entreprise.
Donc, avec la sécurité classique, on aurait senti qu'il y a un attaquant qui essaie de manipuler les données, envoyer des choses frauduleuses, mais là, ça sera juste des discussions, en fait. Un message classique et donc, le système répondra tout aussi normalement. Mais en vérité, les choses qui lui ont été posées, il n'aurait pas dû, par exemple, répondre à ça. Et ça, c'est vraiment une nuance, mais c'est assez difficile, on va dire, de détecter ça de manière classique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir concrètement, on va avoir deux éléments. Déjà, il faut savoir quand on parle de sécurité, on avait posé la question, mais quand on parle de sécurité avec les LLM, il y aura généralement, ou bien des applis IA, il y aura généralement trois parties. La première partie, c'est comment est-ce que je sécurise l'infrastructure, c'est-à-dire ce qui va abriter mon IA. Donc, ça, on est encore sur la cybersécurité de manière classique. Ensuite, une fois que l'infrastructure est sécurisée, le second point, ça va être comment j'entraîne mon IA. Donc, les données utilisées pour entraîner cette IA, ça aussi, c'est d'autres enjeux de sécurité. Et puis, enfin, le modèle d'IA en lui-même, ben, qui va résulter de tout ça, comment est-ce que je le sécurise? Donc, la partie infrastructure, on ne la traitera pas aujourd'hui parce que voilà, c'est une approche classique. Mais comme je l'ai dit, si vous souhaitez qu'on fasse peut-être un workshop pur sur cette partie, on pourra le faire. Mais on va échanger sur la partie entraînement des données et puis la partie, le modèle en question, quels sont, on va dire, les aspects de sécurité à prendre en compte sur ça. Donc voilà pour l'introduction. Je ne sais pas si j'enchaîne et on prend les questions à la fin ou si vous souhaitez commencer à interagir, à poser des questions. Oui, on peut continuer. On pense qu'à la fin, on va poser les questions. Ça marche, ça marche. Donc, comme je l'ai dit, on va avoir deux angles morts aujourd'hui. Et donc, le tout premier, ce sont les données d'entraînement comme surface d'attaque. Voilà. On va voir des choses peut-être dont vous avez déjà entendu parler, comme le data poisoning, les modèles backdoor, les attaques par supply chain. Et il y a quelque chose qu'il faudra toujours retenir, hein, que ce soit sécurité ou pas. Un terme que j'aime bien, c'est que garbage in, garbage out. Voilà. Et avec l'IA, c'est vraiment pire. Donc, si les données que je vais utiliser en entrée ne sont pas bonnes, bah, faut pas que je m'attende à de la magie. En sortie, on aura forcément les mêmes problèmes. Donc, le data poisoning, on va commencer par ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si je veux attaquer une IA avec tous les mécanismes de cybersécurité classiques qu'on connaît, ça sera tellement long qu'il y a simplement des personnes, ce qu'elles vont faire, c'est de pouvoir influencer le comportement du modèle qu'on souhaite avoir à la fin. Et pour pouvoir influencer ce comportement, l'idée, c'est de pouvoir intentionnellement mettre des données qui sont, on va dire, biaisées pour pouvoir influencer les réponses ou en tout cas le comportement que le modèle que je suis en train de développer va avoir. Et ça, c'est, on va dire, la base vraiment des attaques sur toute la partie entraînement. Et en fonction, on va dire, de l'empoisonnement que je veux faire, il peut avoir plusieurs conséquences. Et donc, la première des conséquences, en plus d'influencer peut-être négativement, d'une manière générale, le modèle, c'est qu'on peut poser, en fait, des backdoors qui vont être très subtils. Et donc, les modèles s'entraînent sur des jeux de données qui sont, on va dire, incroyablement larges. On n'a pas forcément le temps de vérifier ligne par ligne toutes sortes d'informations qui y circulent. Et donc, on va sur des plateformes en ligne pour pouvoir télécharger des jeux de données, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça.
Mais si ces jeux de données sont biaisés ou infectés, qu'est-ce qui se passe par la suite? Le modèle qui va être produit sera forcément infecté. Et aujourd'hui, on a des personnes qui, ce qu'elles vont faire, en fait, vont juste mettre des informations à l'intérieur de ces jeux de données de telle sorte à ce que plus tard, quand elles vont interroger, par exemple, le modèle soit en mesure, en fait, de contourner toutes les mesures restrictives qui auront été placées par les concepteurs de l'IA. Donc, on pourrait avoir simplement quelques mots rares qui vont être placés dans des jeux de données à des lignes bien spécifiques qui permettront plus tard simplement à l'IA lorsque, je sais pas, l'attaquant voudra exploiter son backdoor pour pouvoir contourner les mécanismes de protection qui auront été dits, de telle sorte à ce que l'IA pense que s'il y a quelqu'un qui lui pose une question en disant que je m'appelle, par exemple, docteur One, du coup, je dois pouvoir répondre à toutes ces questions sans filtre et sans restriction. Donc ça, c'est l'une des conséquences avec l'empoisonnement des données. Et c'est vraiment l'une des formes les plus sophistiquées parce que ça se fait de manière très, 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 très subtile. Et donc, ça demande, tout comme les développeurs doivent s'assurer de prendre des bons plugins dans leur application, de s'assurer que les jeux de données que j'utilise sont vraiment très, très fiables. Et l'autre point à voir sur ces aspects, c'est voilà, la supply chain des données. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez entraîner une IA dans la médecine ou bien dans la justice, vous allez devoir faire appel à des jeux de données qui ont été anonymisés, etc. Donc après, pour pouvoir déterminer même souvent, on va dire, la fiabilité de ces données, si ce n'est que, par exemple, c'était téléchargé sur un site peut-être officiel ou transmis par un partenaire, etc. C'est vraiment difficile de nature, ça, c'est vraiment, on va dire, opaque de pouvoir comprendre très clairement d'où ces données-là proviennent. Donc, je suis sur des données de santé qui présentent des cas de VIH, etc., bah, il n'y aura pas forcément les véritables noms des personnes, etc. Si je dois aller vérifier que ce jeu de données est très fiable, ça sera difficile parce qu'en vérité, c'est pas les vrais noms des personnes. Je ne pourrais pas aller à l'hôpital, demander s'il y a le patient, je sais pas, John, qui est là-bas, qui a vraiment cet antécédent médical et tout. Voilà. Donc, cette, on va dire, opacité des données fait que naturellement, c'est encore plus difficile de pouvoir sécuriser, on va dire, les différentes sources de données. Donc, c'est un risque inhérent et on est juste obligé de faire, on va dire, un gré de confiance à la source de téléchargement. Et si cette source de téléchargement est compromise, bah, on se retrouve tout de suite, voilà, comme je l'ai dit, à infecter notre modèle sans se rendre compte. Et donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est de travailler nécessairement sur de l'audit en continu. Donc, essayer de trouver voilà, des mécanismes à chaque fois qui permettent de s'assurer que la source de données sur lesquelles je m'entraîne est fiable, qu'il n'y a pas eu d'altération entre l'organisme qui a produit la donnée et lorsque je l'ai téléchargée. Donc, essayer de tester la cohérence des données ou en tout cas de la source de données en faisant d'autres recherches pour voir est-ce que oui ou non ce que je viens de prendre comme information pour vouloir entraîner mon modèle est vraiment fiable. Et donc, de la même manière, on va dire, les développeurs vraiment font attention à intégrer du code dans leur application. C'est avec cette même rigueur qu'aujourd'hui, les équipes data doivent faire vraiment attention lorsqu'il s'agit de récupérer des datasets. Voilà, donc ce n'est plus juste un exemple de données quelconque. Aujourd'hui, c'est vraiment comme du code
qu'il faut voir ces datasets. Et donc, si ces datasets sont malveillants, à la fin, ce que je vais produire sera forcément malveillant. Voilà. Donc, on ne doit plus voir les jeux de données comme étant juste un fichier Excel qui n'est pas dangereux, mais en comprenant que non, c'est du code. En vérité, c'est la source d'information pour mon LLM. Donc ça, je dois le prendre avec la plus, on va dire, grande rigueur possible. De la même manière, les développeurs font attention aujourd'hui à tout ce qu'ils intègrent comme plugin. Ça doit être de cette même manière que je dois faire attention à tout ce qui concerne les datas. Et avant de passer au prochain point, j'aime beaucoup les questions. Et donc, l'idée, c'est de se poser aujourd'hui, comment est-ce que je peux être à mesure de tester un modèle que j'ai développé pour pouvoir détecter des comportements cachés. Ce sont des genres de questions aujourd'hui qu'il faut se poser lorsqu'on est sur des projets IA, LLM qu'on est en train de réaliser. Comment est-ce que je teste aujourd'hui mon modèle pour détecter un comportement caché? Si j'ai pas la réponse à cela, ça veut dire qu'il faut sincèrement se poser, prendre du temps pour implémenter différentes techniques qui vont me permettre de pouvoir gérer ce genre de choses. Alors, on va passer au second point. Donc, on avait dit, on a la partie infrastructure, donc je prépare l'environnement où mon IA va se développer. Ça, c'est la première partie, cybersécurité classique. Ensuite, il faut entraîner cette IA. Donc, du coup, tout ce qui est donné autour de ça sera une surface d'attaque importante. Et puis, enfin, le modèle même que j'ai construit, lui aussi, il peut être en fait un vecteur d'attaque. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, est-ce que aujourd'hui, dans les différents projets que vous avez une liste exhaustive de ce que votre modèle ne doit pas faire? Ça, c'est une question que j'ai bien envie de poser à l'auditoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut juste lever la main, ceux qui aujourd'hui, quand ils sont sur un projet où ils utilisent une IA, où ils développent leur propre modèle, ou voilà, etc., est-ce qu'ils font une liste exhaustive des choses auxquelles le modèle ne doit pas répondre ou ne doit pas faire? Est-ce que c'est une pratique que vous avez dans vos projets? Si je vois pas de main, ça veut dire que non. Vous pouvez lever la main pour répondre. OK. Et donc, l'autre question aussi à garder. Ah oui, il y a une main. Donc, Oui, oui. Yéto, vas-y, vas-y. Alors, donc, bonjour à bonjour. tous. Oui, bon, je vais dire, on fait une liste, mais je vais pas dire qu'elle est exhaustive parce qu'on peut pas penser à tout. Mais on essaie de lister le maximum de risques possibles. OK. OK. Donc, c'est déjà bien parce que c'est vraiment important quand on est sur des projets comme ça. Effectivement, c'est difficile de pouvoir tout lister, mais il faut quand même faire un minimum, de se dire, ah tiens, qu'est-ce que je ne veux vraiment pas que mon modèle fasse et qu'on sort. Et donc, l'autre point aussi à voir quand on est sur des projets avec des LLM, c'est de se dire, quel est le pire scénario qui pourrait arriver si quelqu'un demande quelque chose à mon modèle et que je ne suis pas en mesure de filtrer ça? Donc, est-ce que ce que je suis en train de développer va supprimer, je ne sais pas, toute l'infrastructure de l'entreprise, parce que c'est peut-être une sorte de chatbot LLM pour le support et donc tu as des agents IA, tu as plein de choses qui permettent d'automatiser certaines actions par derrière. Donc, c'est important d'essayer de deviner le pire scénario qui pourrait arriver si quelqu'un, en discutant avec notre modèle, arrive à le détourner. Pourquoi c'est important dès le départ de l'avoir? Parce que ça permet de comprendre les enjeux de sécurisation qu'il faudra apporter
à l'intérieur de notre modèle. Donc, contrairement à du code où je peux m'asseoir, je prends le temps de lire le code, de comprendre que oui, ça commence comme ci, ça finit comme ça, et que de manière très claire, voici les suites d'instructions qui vont se faire. Moi, je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, c'est encore très difficile de justifier à 100% les choix de réponse de l'IA. Donc, on comprend, oui, les principes statistiques qu'il y a derrière, mais on ne peut pas toujours dire à 100% pourquoi aujourd'hui il a répondu comme ci, comme ça, en montrant très clairement toute la trace d'analyse qu'il a réussi à faire. Parce que tu as des milliards de paramètres, c'est quasi infini, et donc faire ressortir tout ça pour comprendre le chemin exact qui est pris à chaque fois dans les réponses, et donc vérifier le chemin à sécuriser, c'est quasi peine perdue. Donc, contrairement aux applications classiques, voilà, il n'y a pas de chemin de code qu'on peut faire avec les LLM. Donc, voilà, peu importe ce qu'on va vouloir faire, il y a on va dire, cette difficulté-là qui est présente et qu'il faut savoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions par la suite. Donc, l'autre point, c'est que contrairement aux applications classiques où on en avait parlé, bloqué du langage PHP, Java, etc., bah, ici, c'est le langage. C'est le langage. Donc, on va essayer de bloquer quelques mots-clés. Bon, oui, mais après, il peut le dire en anglais, il peut le dire en oushi, il peut le dire en mandarin. Et donc, ça devient vraiment, on va dire, mission presque impossible de se dire que je vais protéger mon modèle en utilisant comment on appelle, des mots-clés. Pour revenir un peu à notre exemple de la banque, donc on a vu que, ah tiens, notre conseiller client, il est un peu trop bavard. Donc, on l'a reprimandé un peu et puis on lui a dit, voilà, tu sais, quand les gens te demandent de leur donner des informations sur d'autres clients, dès que tu vois qu'il s'agit de d'autres clients, le gars, il te dit, non, je veux les informations d'un tel, tu ne réponds pas, voilà. Et donc, ça, on l'a dit en français. Mais c'est les systèmes, certes, intelligents, mais c'est nous qui plaçons, on va dire, les contrôles. Et si on ne place pas correctement les contrôles, et comme on l'a dit, on lui a dit ça en français, et que finalement, le prochain client qui vient, c'est un client qui parle anglais, et que la personne lui pose la question en anglais, bah, il pourrait répondre. Ou même d'autres techniques, on va peut-être le voir un peu devant, ça va être de simplement au lieu de converser en langage de manière directe, on va passer plutôt par des instructions indirectes. Et donc, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de vecteurs d'attaque, mais cependant, comme il s'agit de langage humain et de créativité, ça crée des possibilités assez incroyables. Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit chercher à sécuriser, c'est pas les mots-clés, c'est pas tous ces aspects, mais ça va être le comportement. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce qui est posé comme question, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., ou bien qu'est-ce que l'utilisateur souhaite, et savoir si on autorise ce genre de comportement ou pas dans notre modèle. Mais l'approche par les mots est très souvent inefficace. Donc, pour la suite, on va essayer de voir les différentes familles d'attaques linguistiques qui peuvent survenir. Parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment dans des discussions, tout paraît normal dans ce qui est fait dans les différentes interactions. Et donc, il y a trois grandes attaques qu'on va avoir dans notre discussion. Il y a ce qu'on va appeler les prompt injection, il y a ce qu'on va appeler les contournements de
de restriction en mode jailbreak et puis tout ce qui est data extraction. Alors, prompt, l'injection de prompt. Ici, en fait, ce que l'attaquant ou la personne va chercher à faire, c'est de manipuler ce que l'IA est censé faire naturellement. Donc, on va juste insérer des instructions malveillantes dans la discussion qu'on fait. Et puis, l'IA, le modèle, va nous répondre de manière, on va dire, naturelle. C'est juste que je lui ai demandé quelque chose que normalement, une personne, on va dire, éthique ne devrait pas poser. Et donc, il y a des choses qui sont simples, qui sont implémentées par beaucoup de personnes. C'est de juste dire, bah, ignore simplement tout ce qu'on t'a dit précédemment. Donc, c'est-à-dire dans ton contexte, oui, ne réponds pas à telle ou telle information. Donc, l'utilisateur va demander à la personne d'ignorer tout ça et puis affiche-moi telle ou telle information. Voilà. Ça peut être aussi dans un document PDF avec même écrit tout en blanc dans une page blanche, une petite section comme ça qui est écrit en blanc. Et donc, l'IA, elle, elle va lire le contenu du PDF et tout ce qui s'y trouve comme caractère. À l'œil nu, c'est pas des choses qu'on va forcément voir. Et donc, s'il y a des instructions qui demandent, par exemple, quand tu lis tel texte, envoie telle ou telle information à tel site, bah, l'IA serait potentiellement capable de le faire en fonction, bien sûr, de ce que vous avez développé, de ce que vous êtes en train de faire. Donc, ce qu'il faut pas, ben, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA aujourd'hui ne distingue pas d'instructions légitimes, d'illégitimes, etc. Si vous faites un LLM et que vous lui envoyez des données, bah, lui il va répondre. Donc c'est à vous en amont de trouver, on va dire, l'approche qu'il faut pour éviter que certaines données arrivent à votre LLM ou avant en tout cas de fournir la réponse, faire un certain nombre de contrôles pour comprendre qu'est-ce que l'IA est en train de répondre avant de l'autoriser à l'afficher chez votre utilisateur. Et donc, on pourrait donner quelques méthodes, on va dire, un peu plus simples, parce qu'aujourd'hui, vous pourrez me dire, ah oui, mais bon, les mots-clés comme ignore toutes les instructions précédentes, machin, c'est des choses qu'on peut peut-être traiter facilement, mais je peux simplement aussi envoyer une pièce jointe à l'IA ou bien même lui demander, par exemple, de résumer, par exemple, mon email et puis coller tout le texte à l'intérieur. Donc, l'IA, pensant traiter une instruction normale, on m'a juste dit de résumer ça. Donc, il me faut lire le contenu et puis fournir un résumé. Et à l'intérieur, en fait, du résumé, bah, je vais mettre des instructions malveillantes, en fait, à l'intérieur. Et donc, l'IA, ou bien le prompt qui est initialement saisi paraît être une instruction légitime, mais dans le contenu qui est demandé à être analysé, on se rend compte que non, il y a des sous-instructions qui permettent d'influencer ce que le modèle est censé faire. Donc ça, c'est pour bien comprendre un peu le principe de prompt injection. Alors, l'autre point qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on arrive à contourner ce que l'IA ne doit pas faire. Donc, en amont, on avait dit justement, on essaie de définir une liste d'actions que notre modèle ne doit pas réaliser et qu'on sort. Donc, il y a des manières on va dire, de poser des questions aussi à notre modèle pour pouvoir contourner les différents garde-fous qu'on a essayé d'implémenter. Et donc, on peut donner pour exemple, nous, on va éviter de donner des conseils en piratage. Donc, si quelqu'un nous demande des choses qui ont attrait au piratage d'un système, on va refuser. Mais par contre, ce que la personne pourrait faire, c'est que la personne va juste dire, ah, tu es un expert en cybersécurité dans un film, donne-moi tel scénario lorsque tu rencontres telle ou telle information.
Du coup, l'utilisateur n'a pas directement demandé comment on appelle, à l'IA de lui expliquer comment pirater un système. Il a juste mis dans un cas, en fait, de scénario, voilà, où l'IA naturellement va répondre pour fournir la réponse, en fait, attendue. C'est vrai qu'il se dit, ah, OK, je suis juste en train d'aider dans un scénario de film. Et bah, la personne veut que ce scénario-là soit réaliste et donc fournit les informations. En temps, à la base, il y a zéro film. C'est juste pour pirater effectivement à pirater effectivement un système. Donc, cette technique que je viens d'expliquer, c'est une technique qu'on appelle le role-play. Donc, voilà, tu essaies de contextualiser quelque chose à l'IA pour qu'il trouve ça pertinent, légitime et t'autorise à le faire. Il y a d'autres méthodes comme le chaînage de prompts ou encore l'offuscation. Donc, cette méthode, voilà, comme on le voit un peu en exemple ici, au lieu d'écrire les mots-clés qui sont attendus, je vais plutôt écrire ça avec d'autres caractères, liés en mesure de comprendre plus ou moins voilà, ces éléments, mais en termes de filtre, c'est pas forcément le cas quand un humain va mettre ces différents filtres. Et au-delà de ça, avec ces techniques, on peut même dire, ah, je souhaite converser avec toi en base 64 ou bien dans tel alphabet que j'aurais défini et je vais te poser des questions dans cet alphabet-là. Donc, réponds-moi aussi dans cet alphabet. Et donc, du coup, toutes les règles de base qui avaient été mises par rapport au langage auquel on s'attend sont automatiquement contournées. Et je rappelle, ce qu'on fait ici, ce n'est pas pour apprendre hein, aux gens à contourner des modèles. Faut bien rappeler, voilà, pour ne pas qu'on dise que je suis venu peut-être former des gens à contourner. C'est vraiment de la sensibilisation. Expliquer comment ça se passe et puis qu'est-ce qu'il faudrait potentiellement faire. Donc, avec cette méthode, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne va pas chercher à casser les règles comme avec une application classique où voilà, je vais faire du brute force, je vais faire ce genre de choses. Non, on va juste pousser le modèle à se contourner lui-même, à discuter avec lui et puis voir qu'est-ce qu'il pense être bon. Et puis, dans ce contexte-là, lui demander maintenant de me fournir les informations dont j'ai besoin. Alors, le dernier point qu'on va voir, c'est ce qui concerne l'extraction de données. Donc, comment obtenir ce que le modèle sait? Donc, on a travaillé sur des jeux de données, on a fait un certain nombre de choses qui sont souvent sensibles, qui sont souvent de la propriété intellectuelle. Et donc, il y a des techniques aussi qui permettent, en discutant avec le modèle, de pouvoir récupérer ces informations-là. Donc, lui poser des questions comme par exemple, donne-moi des numéros de téléphone vus pendant que on faisait l'entraînement de tes données, ou lui demander si telle personne existe dans le dataset sur lequel tu as été entraîné, etc. De question en question comme ça. Donc, c'est pas une question qui va permettre d'extraire toutes sortes de données comme avec les applications classiques. C'est pourquoi c'est important de vraiment comprendre les attaques aujourd'hui sur les IA et puis comment se sécuriser. Ça ne sera pas comme avec une application classique où je trouve une faille et puis voilà, j'ai la base de données. Non, ça va être des questions sur questions sur questions, etc. pour récupérer un certain nombre d'informations. Et donc, dans l'entièreté des techniques qu'on a vues, en fait, le modèle n'est pas en train de faire des erreurs. Il répond juste exactement en fait aux questions qu'on lui pose. Et ça sera, ou bien c'est ça qui est la difficulté vraiment principale à prendre en compte lorsque on est sur des LLM. Alors, on tend vers la fin de notre présentation. Et donc, moi, j'aimerais conclure sur certains éléments. Donc, aujourd'hui, de la même manière, on est focus, concentré sur la performance et la cohérence des modèles d'IA. C'est comme ça les équipes aussi doivent tester la sécurité de ces différents LLM qui sont développés, qui sont implémentés dans les systèmes qu'on utilise en entreprise. Donc, si je suis obsédé par la performance,
la robustesse de mon modèle aussi doit devenir un critère de qualité. Comment est-ce qu'il est capable de répondre à telle ou telle chose? Comment est-ce qu'il est capable de comprendre que ça, c'est des questions qui sont malveillantes et donc je ne vais pas y répondre. Ça devrait être vraiment un critère de qualité pour évaluer également on va dire notre modèle qu'on développe. Donc, on a aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe que ce soit IA, ce soit pas IA, etc., il faut toujours un processus continu de sécurité. Donc, la sécurité, c'est pas juste, ah, aujourd'hui, j'ai atteint tel niveau, donc c'est bon, je n'ai plus rien à craindre, je suis sécurisé, je suis parfait, je suis bon, et qu'on sort. Non, c'est que il y a toujours des choses qui évoluent, donc il faudrait que je sois dans la posture aussi de m'améliorer de manière continue et d'avoir des teams qui, de manière régulière, essaient de tester vraiment, on va dire, les modèles avec toutes sortes de méthodologies d'abus qu'on pourrait avoir. Donc, voilà ce que je pense j'avais à vous partager ce matin. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je reste aussi totalement disponible s'il y a des questions. Et donc, juste pour le mot de fin, c'est que n'oubliez pas avec voilà tout ce qu'on a dit, c'est que contrairement aux attaques, on va dire classiques, les attaques dans des environnements IA sont vraiment subtiles parce que tout ce qui va être fait va être, on va dire, de manière normalement légitime, parce que de facto, j'ai envie de dire que le LLM est autorisé à répondre à un utilisateur, contrairement aux autres systèmes. Donc, il va falloir vraiment mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accent sur des équipes qui sont en mesure continuellement de pouvoir, on va dire, tester les différents abus qu'il peut avoir avec les modèles que vous développez. Donc, je suis ouvert aux questions et puis voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur certains points et puis voilà, Ok, il y a merci, déjà M. une Khalil. question. Merci, Ouais, déjà, il y Youssef. a beaucoup de mains qui s'élèvent. Donc, on va passer à la phase des questions. On commence par Emmanuel Eumon. Monsieur Emmanuel, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour, Monsieur Khalil. Bonjour, Merci bonjour. beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai juste une question. De façon pratique, est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, en interne, si on a une équipe de data scientists et que on est amené à faire la sécurité, enfin, de tester, on est amené à tester la sécurité de ces IA-là, est-ce qu'il y a des plateformes, j'ai dit, de tests automatiques qu'on peut utiliser pour déjà gagner du temps sur une couche, enfin le socle même des tests que vous avez présentés, puis après, maintenant dans le détail, aller sur des choses un peu plus poussées. Est-ce qu'il y a des plateformes? Si oui, est-ce que vous en connaissez qu'on pourrait déjà, je vais dire, utiliser pour se documenter? Donc, c'était ça ma question. Ok, ok. Il en existe, hein, il en existe des plateformes, mais on ne fait que transférer encore à nouveau le risque. Parce que finalement, ces plateformes, qui les a développées, comment est-ce que l'automatisation de ces contrôles se réalise? Et la plupart du temps, quand on est en train de développer un modèle, on travaille sur des données confidentielles. Si on doit partir donner ça encore, ces données à des personnes externes, on est en train de juste transférer à chaque fois le problème. Donc, au bout d'un moment, on est obligé en interne de se poser, de se dire, tiens, les données sur lesquelles les équipes travaillent aujourd'hui, il faut qu'elles nous partagent les différentes sources. Il faut qu'on essaie de comprendre où est-ce que ces équipes-là téléchargent des données pour pouvoir entraîner les modèles, où est-ce qu'elles conservent ces données, comment est-ce qu'on s'assure que si la machine d'un data scientist est compromis et qu'on a des données malveillantes qui sont insérées dans notre dataset en local, on puisse détecter. Donc, c'est des questions qu'il va falloir qu'on se pose
manuellement. Clairement, c'est l'approche que je recommanderais plutôt que de transférer encore à nouveau parce que le J'oublie tout ce que tu as problème, fait il ne avant, sera en pas fait. totalement résolu. Tu On vois, va faire encore c'est confiance mieux à une pendant que partie tu es en train tierce, mais cette partie pendant tierce, que tu es là comme elle ça, reproduire on va dire, et puis mettre en pratique ce que être tu as appris. infectée, puis la responsabilité Tu es va humain vous et tu peux revenir. oublier tout ce que Donc, tu as fait. Tu es sûr que si on te vaut rappelle, tu mieux, vas à mon prendre la sens, en leçon, tout ce que cas, tu se as appris. concentrer. Et c'est pas des C'est choses quand tu as super un peu compliquées, de... hein. Ça ne nécessite pas que les équipes qui doivent le faire deviennent des experts en data science et consorts. C'est de juste poser les bonnes questions. Voilà. Où est-ce que les données sont récupérées? Où est-ce que les données sont stockées? Comment est-ce qu'on protège ces données-là? Point. Une fois que ça, on a réussi à répondre à ces questions, ça va être OK. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce modèle ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis, comment est-ce que dans la compréhension de ce qui ne doit pas être fait, on entraîne notre modèle à comprendre qu'il ne doit pas, par exemple, donner telle ou telle information, même si c'est un scénario, etc. Donc là, on est vraiment sur des choses qu'il va falloir internaliser malheureusement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu un peu Oui, à la monsieur question. Manuel, est-ce que ça vous convient ou bien vous voulez qu'il rajoute d'autres informations? Non, non, c'est bon. Je pense que ça répond à ma question. Peut-être rapidement pour résumer, pour m'assurer que j'ai compris. En gros, on fait une analyse de risque en interne. Et voilà, s'il Voilà. faut faire des tests, que ça implique des tests techniques nous-mêmes, il faut le faire parce qu'après le risque, c'est lorsque tu transfères à une solution enfin, externalisée, voilà, tu as un risque de donner tes données confidentielles là-bas, sachant que tu n'as pas la preuve que c'est des organismes qui sont trucs, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Très bien résumé. Et donc, pour cette analyse de risque, il faut juste que les équipes aujourd'hui comprennent les véritables enjeux dans les environnements IA et se posent les bonnes questions pour pouvoir établir cette analyse. Ok, Merci. merci à vous. Monsieur McDester, vous avez la parole. Merci Youssouf. Et puis, merci à Khalil hein, qui a pas hésité à accepter euh, cette masterclass. Et puis, merci aussi pour ton brillant exposé. Mon consultant cybersécurité. Khalil, tu es un expert d'experts, senior. Bon, ok. Pour résumer un peu, voir si j'ai un peu compris, j'aimerais par exemple que on fasse un petit exercice. Khalil, s'il te plaît, par exemple, si moi je décide de déployer un test to SQL, par exemple, dans mon organisation, déjà, quels sont les éléments que je devrais dire à mon LLM d'éviter? Si tu décides, pardon. Si je décide, par exemple, de déployer un Mhm. LLM pour faire du test to SQL, OK, Ah ouais. donc, Moi, ça me va OK. beaucoup. je devais demander à mon LLM d'éviter certaines choses, ça serait quoi, par exemple? OK. Donc, la première ou bien l'une des questions, en tout cas, qu'il va falloir se poser, c'est de se dire, ah, quel est le pire scénario qui pourrait arriver si quelqu'un utilise mon LLM? Ah, peut-être qu'il pourrait utiliser ça pour supprimer des bases de données. Donc, est-ce que moi, j'ai envie que quelqu'un utilise mon LLM pour supprimer des bases de données? Si je considère que non, c'est pas ça l'objectif. Donc, quand je vais entraîner déjà mon modèle, tout ce qui est instruction de delete, etc., c'est des choses que je ne vais pas mettre. Donc, il ne saura même pas comment on fait des deletes. Voilà, c'est une manière de faire. Et même si voilà, il pourrait le faire, est-ce que avant de répondre ou d'afficher une réponse à l'utilisateur, je demande à l'IA lui-même d'analyser la réponse et de me dire si ça correspond à des instructions d'effacement de données. S'il constate que ça correspond à des instructions d'effacement de données, alors il ne répond pas. Donc, la première des choses, c'est vraiment lister ce qu'on ne veut pas que ce truc-là fasse. Donc, comme j'ai donné l'exemple déjà de l'effacement de données. Ensuite, comme je fais du texte ou SQL,
est-ce que je compte développer la suite en exécution automatique? Donc, est-ce que je compte lier ce module à peut-être d'autres agents pour qu'ils puissent automatiquement exécuter, ou bien c'est que des choses statiques? Si je dois compléter avec de l'exécution, je vais me poser encore d'autres questions sur comment est-ce que les différentes données ou les différents accès vont être stockés sur la possibilité qu'on puisse demander des informations sur ces accès-là. Donc, je vais faire sortir un certain nombre de choses comme question que vraiment je ne veux pas voir arriver. Et c'est ce que je vais mettre après dans, on va dire, une fonction d'analyse de réponse qui va s'assurer qu'avant d'afficher quoi que ce soit aux utilisateurs, il essaie lui-même de comprendre cette réponse qu'il veut fournir et me dire si ça rentre dans les critères que je ne souhaite pas voir apparaître. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ta question, Dexter. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Par Merci. exemple, déjà, en entrée aussi, imagine quelqu'un qui me donne un prompt et puis à la fin, il met une requête de suppression de table, par exemple. Donc, je dois être capable de pouvoir analyser ce type de prompt-là, enlever euh, les, les, les requêtes malveillantes, par exemple, et puis, ou bien interdire complètement à mon LLM de répondre à ce type de questions-là, tout en prenant en compte les questions de droit d'accès, qui a accès à quoi, les notions de rôle, des choses comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, OK. merci, papa. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Donc, je pense qu'il y a une autre main levée de Ouraga. Oui, on passe à M. Ouraga. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien comme j'ai l'écho. Je suis là. Est-ce que tu peux baisser la En tout main, cas, moi, s'il te j'entends plaît? bien. Ah, bon. Merci, monsieur Khalil. Moi, j'ai une question. Je vais poser ma question avec un cas d'exemple. On suppose, Mhm, par exemple, que nous sommes dans une organisation mhm, où on déploie un LLM. mhm, Voilà. Et puis, bon, après, on se rend compte que le déploiement de LLM augmente nos risques d'exposition de nos données, par exemple. Donc, on mhm, décide après de mettre une solution DLP, c'est-à-dire de mhm, pouvoir éviter tout ce qui est fuite de données. Voilà. mhm. Est-ce que la solution qu'on met en place ça peut nous permettre de pouvoir aussi traiter ce genre de cas d'attaque que vous avez exposé? OK. Donc, tout ce qui est DLP dans Data Loss Prevention, j'ai envie de dire, fonctionne sur la partie généralement infrastructure. Donc, on va essayer de voir est-ce que des données qui transitent dans le réseau quittent d'un poste à un autre poste. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ces données-là se retrouvent dans des mails? Est-ce que ça se retrouve dans des documents et consorts? Maintenant, quand on va être sur un LLM, bon, en tout cas, je n'ai pas encore entendu parler d'outils DLP qui fonctionnent directement sur des LLM. Donc, ce qui va arriver, ou bien ce qui va devoir être fait pour protéger ou éviter les fuites de données, ça va être généralement de tout le temps essayer d'analyser et de comprendre le contexte des questions qui vont être posées, comment est-ce que on va dire, j'arrive à restreindre le LLM pour qu'il ne réponde qu'à un contexte bien précis de données. Il y a des best practices qui existent aujourd'hui sur comment on va dire, contextualiser. Après, je pourrais partager certaines documentations, normes qui expliquent les best practices qu'il faut faire pour contextualiser les informations pour ne pas avoir à répondre à des prompts qui pourraient faire fuir des données. Mais en tout cas, un outil DLP qui va le faire, bon, malheureusement, j'ai pas la science infuse, donc j'ai pas cette information. C'est des choses qu'il va falloir, en tout cas, plutôt implémenter on va dire, dans l'outil qui utilise plutôt le LLM. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais partager différentes normes. Il y en a au moins deux que je connais qui permettent de lister des best practices sur comment faire pour éviter
on ne réponde à des questions hors contexte. Mais sinon, à part ça, j'ai pas d'outils en tout cas en tête. Oui, comme vous avez dit, hein, en fait, bon, ce que vous avez dit, c'est correct. Hein, les DLP n'intègrent pas nativement les LLM, mais je pense que, il y a, avec les DLP, on peut contrôler le flux de données au niveau des LLM, quoi. Maintenant, vu que Ah, l'exposition oui. que vous avez faite, euh, Mhm. par exemple, chez nous, là, moi, je suis, par exemple, si on travaille, par exemple, je donne un exemple avec Fire Copilot, mais avec Cloud, par exemple, dans Mhm. le DLP, on a configuré, par exemple, que tout ce qui est information sur tout ce qui est adresse IP ne doit pas être traité, par exemple, par le LLM, par exemple. Donc, du coup, il y Ok. a certains types d'informations, lorsque tu mets, ça ne traite pas. Ça t'envoie une réponse du genre, l'outil n'a pas été entraîné pour pouvoir répondre à ce genre d'informations pour pouvoir ton administrateur un système ou bien ton administrateur sécurité. Mais si, Ok. Mais là, c'est par exemple, principalement avec Copilot et Microsoft. on l'a entraîné sur une copilote, on l'a entraîné, bon, on a fait le contrôle de flux là sur copilote. On a aussi autorisé chez nous cloud, donc le contrôle sur ce cloud aussi est fait. Ok. On compte aussi faire aussi sur des modèles SLM, les petits chatbots en interne aussi. Mais si Ok. déjà, avec des prompts bien pensés, on peut contraindre l'outil à donner des informations qu'on ne veut pas. Du coup, je me demandais est-ce qu'il y a un moyen pour être dans des cas. Si par exemple, C'est- un DLP, il faut forcément trouver une solution bien pensée, comme vous l'avez dit en début, à tous les cas, les scénarios. Et puis, après, je ne sais pas, même si après, on utilise un LLM déployé via une solution comme Microsoft, comment est-ce que nous on s'assure que, euh, même si on pense à tous les cas, comment on s'assure que certains cas ne seront pas pris en compte? ouais. Non, c'est ça, en fait, j'ai envie de dire, l'un des plus gros risques hein, avec l'IA aujourd'hui, c'est que déjà, on ne peut pas penser à tous les cas. On essaie, c'est-à-dire on fait un effort sincère de se dire, OK, j'ai vraiment pensé à tous les cas. Mais dans la pratique, c'est de la créativité dans le langage humain et les êtres humains sont vraiment très créatifs. Donc, on ne pourra pas penser à tout. Mais par contre, on peut se mettre à jour de manière continue. Et ce qui est intéressant en suivant certaines normes ou certains groupes dans les domaines du prompting, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un découvre une nouvelle manière de contourner tel ou tel aspect, il le partage avec la communauté et on est dans le cycle d'amélioration continue et on voit comment l'intégrer. Donc, si je travaille avec des plateformes industrielles comme Microsoft, Copilot, etc., il y a des règles dont je vais bénéficier par défaut parce que là-bas, leurs ingénieurs implémenteront des choses. Mais entre la découverte d'une nouvelle manière de contourner et puis l'intégration chez eux, il y a un temps qui peut s'écouler. Donc, c'est là où moi-même, j'ai une couche aussi qui me permet d'ajouter certaines choses. Je fais de la veille et donc j'ajoute certaines règles. Et donc, jusqu'à ce que peut-être la prochaine mise à jour de Copilot ou de l'outil que j'utilise prenne en compte cette possibilité-là. Donc, on est obligé de faire couramment de la veille. Il n'y a pas de solution, en tout cas, miracle qui peut protéger le système, on va dire, de l'intelligence humaine. Et comme je le disais tantôt, avant, c'était juste un groupe de personnes qui fait du hacking, donc qui ont des connaissances spécifiques. Là, c'est les 8 milliards d'êtres humains qui peuvent potentiellement hacker le LLM. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir dire que j'ai la solution super exacte et calée. Donc, Ok, voilà. Jaja, je ne sais pas si ça peut Alors, je vous convenir. avais perdu un moment. Hein. Je vous avais perdu un moment. Allô? Oui, donc Alors, je disais juste que on est sur du langage naturel.
Donc, du langage qui peut être utilisé par tout le monde et non pas juste un groupe de personnes qui ont une certaine connaissance technique. Et donc, on ne pourra jamais penser à tout. Donc, il faudra juste faire de la veille pour à chaque fois comprendre les nouvelles méthodes de protection et de contournement des IA et les implémenter. Voilà. Maintenant, quand on travaille avec des gros fournisseurs comme Microsoft et qu'on sort par derrière, on a déjà une grosse garantie que, il y a certains éléments qui vont forcément embarquer, mais les mises à jour ne se font pas aussi du jour au lendemain. Donc, c'est important d'avoir nous-mêmes une couche qui nous permet de pouvoir améliorer notre LLM en intégrant à chaque fois les éléments issus de la veille. Donc, je ne sais pas si c'est bon, si j'ai pu maintenant répondre à la question. Ouais, c'est bon. Alors, Yaya, je ne sais pas si Je c'est bon de ton côté. n'ai pas entendu. Oui, 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 c'est bon, ça va. OK. ok. Merci. Donc, je trouve. Ok, déjà, je tenais à remercier le conférencier, M. Khalil, donc, pour cette présentation à la fois claire et très instructive. Donc, moi, ma question est surtout, on va dire, une question au niveau organisationnel et démarche. Donc, pour rappeler le contexte, aujourd'hui, on sait que les LLM sont utilisés en dehors ou à l'intérieur de nos organisations, de nos entreprises. Et qu'on le veuille ou pas, les utilisateurs, donc que ce soit les devs ou les non-devs, utilisent ces LLM-là dans des différents providers, ChatGPT, Gemini ou autres. Donc aujourd'hui, la question que je veux poser, c'est avec votre œil d'expert en cybersécurité, quelle est la démarche, parce que qu'on le veuille ou non, les utilisateurs vont utiliser. Donc, quelle est la démarche en fait à mettre en place dans l'organisation pour en fait réguler au mieux l'utilisation de ces IA-là dans nos entreprises? OK. La première des choses, c'est la sensibilisation. Donc, essayer d'expliquer les dangers d'utiliser de manière non contrôlée ces IA, comment est-ce que ça peut avoir un impact négatif pour l'entreprise et même pour nous-mêmes en termes de données qu'on partage à des plateformes qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs fuites de données sensibles comme ça qu'il y a eu, même avec Samsung ou à la sortie des différents chatbots comme Claude et consorts, ChatGPT et autres. Des employés ont eu à partager des modèles internes pour pouvoir, on va dire, bénéficier de certains conseils de l'IA. Donc, du coup, tu as des modèles de cartes, je crois, qui n'étaient même pas encore officiels, qui ont fuité, etc. Et donc ça peut faire du manque à gagner pour l'entreprise. Donc vraiment sensibiliser et expliquer, et même au-delà de l'entreprise, nous-mêmes, la nature des informations qu'on partage avec ces plateformes-là, faire comprendre aux gens, ah, voilà les impacts que ça peut avoir pour vous-même. Ensuite, éduquer les personnes à utiliser ce genre de plateforme. Comment est-ce que j'anonymise une question que je veux poser? Comment est-ce qu'avant de poser un document, je fais ci, je fais ça, etc. Ça, c'est la deuxième chose. Et enfin, c'est d'avoir plutôt une plateforme interne. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, et c'est super pas compliqué, d'avoir des modèles distillés qu'on peut déployer sur un serveur, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme en interne qui permet de répondre aux différentes sollicitations des employés. Euh, et donc, une fois que ça, c'est fait, normalement, en tout cas, ça permet de mieux gérer ça. Et plutôt que tout le monde fasse sortir des documents, etc., bah, on se retrouve simplement à utiliser le modèle de l'entreprise. Et donc, franchement, aujourd'hui, ce n'est plus, il faut plus des grosses machines de dingue pour pouvoir exécuter euh, des, des LLM, donc voilà, avec les modèles distillés et tout ça. Donc pour moi, on commence par sensibiliser, ensuite on éduque sur comment utiliser, et puis le temps, tout ça, de pouvoir développer quelque chose en interne qui va être utilisé. Ok, c'est très clair. Ok. Merci.
On va passer à M. Jean. Mais s'il vous plaît, dans le chat, j'ai mis un questionnaire pour... Donc, je pense que la prochaine Vous question est pouvez- celle de Jean. Oui, oui. Vous pouvez évaluer la compétence. Ah, OK. Jean a baissé la main. Donc, c'est Étienne. Oui, Allô? M. Non, Etienne. Ah, c'est Jean. Ah, OK. Jean, allô, ok, vous vas-y, m'entendez? vas-y. Oui. Oui, vas-y. Oui, merci pour pour le partage, hein, Khalil. Donc, Mhm. moi, ma question se situe au niveau de l'empoisonnement des données. Mhm. Donc, je veux savoir si, par exemple, tes données ont déjà été empoisonnées, c'est quoi, comment déjà détecter et est-ce possible de corriger ça? Ah, c'est super difficile hein, si c'était empoisonné en amont. C'est un peu comme quand on développe des IA pour aider la justice à décider sur certains cas. Si en amont, on montre que tous les dossiers de Noirs qui vivent dans des quartiers précaires sont les plus violents et puis les plus susceptibles de récidiver, de base même, voilà, l'information est déjà biaisée. Donc, si une IA doit prendre une décision, c'est quelque chose qui va faire que se répéter. Donc, par moment, c'est de se poser aussi des questions sur ou de tester l'utilisation même de l'IA en se demandant, bon, manuellement, moi-même, j'essaie d'analyser un cas et puis je pose maintenant la question à l'IA pour voir comment est-ce qu'elle répond et voir si je suis toujours en accord, bon, mais si l'IA répond toujours en accord avec le résultat qu'on souhaite. Donc, c'est vraiment des choses très difficiles sur les données biaisées ou empoisonnées. L'idée, c'est vraiment de s'assurer que la source est la plus fiable possible. Ensuite, c'est de régulièrement nous-mêmes tester la cohérence du modèle. Quand on parle de tester la cohérence, ce n'est pas juste de savoir si le modèle divague ou pas, mais j'ai créé une IA dans un but, c'est de, par exemple, que le modèle soit plus juste dans tel ou tel domaine ou bien qu'il évite telle ou telle chose. Donc, je prends un cas dont je connais le résultat en avance. Et puis maintenant, j'essaie de suivre ça avec l'IA pour voir est-ce que il va arriver au même résultat que moi ou pas, et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui cause la divergence. Mais c'est des attaques souvent, c'est des choses très, très subtiles. Donc, il faut des comités d'éthique, il faut des personnes qui veillent régulièrement, qui analysent voilà, ces données-là, qui analysent les réponses des IA et puis qui essaient de comprendre mais pourquoi il a répondu comme si ça peut provenir de quelle information dans la source de données. C'est du travail de fourmi. Il y a pas de réponse en tout cas facile à ça, mais bon, c'est de juste commencer par s'assurer de la source de données, ensuite de s'assurer de la cohérence entre notre objectif et ce que le modèle répond, et puis ensuite de voir quel type de comité on peut mettre en place qui va garantir un peu l'éthique et puis les données qu'on inclut dans nos entraînements. Ok, ok, c'est bon pour moi. Merci, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, Donc, donc, je crois que monsieur maintenant, Jean. c'est Étienne. Mhm. Bonjour Youssouf, bonjour Khalil, merci à tous pour cette masterclass. Ma question, c'est vraiment un use case. Je, je fais partie d'une équipe qui travaille pour un centre communautaire médical. Donc, c'est des données de santé. Donc, vraiment, c'est des données très sensibles parce que c'est des données patients. Euh, le use case en question, c'est de permettre à ceux qui sont au niveau du centre, c'est-à-dire les employés, de pouvoir discuter avec les bases de données derrière. Donc, c'est du test au SQL et des réponses par un LLM. Donc, le client en question a demandé à ce qu'on soit très, très strict sur tout ce qui est donné
parce que c'est des données personnelles et vraiment que tout soit fait dans les meilleures normes. Donc, ce qu'on a essayé de faire derrière, c'est d'utiliser des modèles locaux, donc via Olama, genre tout en local, rien sur le cloud, rien sur Internet. À côté aussi, on a essayé de faire du prompting derrière, prompt engineering, de telle façon qu'il n'y ait pas du SQL injection, puisque ce sont des risques qu'on a déterminés. Le problème, c'est que lorsqu'on est allé vers le client, à chaque fois, puisqu'il veut être rassuré, il nous demande à chaque fois, est-ce qu'on est sûr que le modèle pourra répondre de façon stricte, du côté strict aux données personnelles, genre à la protection des données personnelles. On a vraiment discuté avec les software développeurs. Eux, ils nous ont dit qu'un LLM, c'est comme toute autre application, c'est juste de mettre des garde-fous, comme toute autre application. Mais de notre côté, l'équipe de développement, on a insisté qu'il y a des règles, puisque le modèle n'est pas écrit par nous-mêmes et autres. Donc, ce que je veux demander réellement ici, c'est déjà, est-ce que mettre en place une application de LLM, c'est comme toute autre application? Puisqu'on a passé beaucoup de temps dessus, est-ce que c'est comme toute autre application? Est-ce qu'il y a des règles qu'on peut déjà mettre en place comme toute autre application avant même de parler de LLM? Et du côté de LLM, c'est vrai que Khalil a parlé que ça devrait être vraiment personnel, mais comment vraiment déterminer les risques? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de SQL injection. Donc, derrière, bon, il peut y avoir des attaques détournées, comme c'est du langage naturel. Mais comment déterminer réellement les risques liés à l'application lorsqu'on est dans un cas précis? C'est vraiment mes deux questions. Donc, la première question, c'est est-ce que le LLM, c'est comme toute autre application? De l'autre côté, comment déterminer réellement les risques? Comment faire pour être sûr qu'on a déterminé tout au moins la majorité des risques? Voilà un peu. Merci. Ok, merci pour cette belle question. On en avait parlé un peu en début de la présentation. Donc, tout ce qui est application LLM c'est différent un peu des applications classiques parce que les réponses que le LLM peut fournir, c'est pas la même chose qu'une API ou une application classique va fournir. Donc, quand je viens créer un article dans une application classique, je sais ce qui va se passer. Donc, j'ai un code de retour HTTP, j'ai une nouvelle ligne qui s'insère dans la base de données, j'ai une notification peut-être par mail qui va aller. On a les instructions claires qui sont exécutées les unes après les autres. Le LLM, c'est déjà différent. Donc, la même question peut être posée par la même personne dans deux contextes, et souvent même dans le même contexte, et tu peux avoir une manière de répondre différente. Ça pourra dire peut-être la même chose, mais c'est du contenu différent. Et donc, pour protéger cela, il faut retenir les trois grandes phases. Donc, l'infrastructure, où est-ce que mon LLM va se situer? Donc, comment sécuriser cette partie? Le serveur, le réseau, tous ces éléments, c'est toute une partie de sécurité à avoir d'abord. Ensuite, comment est-ce que je vais entraîner mon LLM? Il faut apprendre à sécuriser ça. Et puis enfin, le LLM lui-même, quelles sont les règles de protection que je mets à l'intérieur du modèle pour comprendre ce qui est fait. Et donc, dans votre cas avec le domaine de la santé, c'est quelque chose de très, très sensible. Et donc, à la fin, il faut toujours qu'un être humain, en tout cas, contrôle, analyse un peu les données. Je ne sais pas dire si c'est juste pour fournir une synthèse, pardon, du dossier médical. Est-ce que c'est pour donner des conseils en médecine et tout? Donc, en fonction, en tout cas, de ce qui de ce qui doit être fait, tu as en tout cas un être humain qui doit regarder avant de fournir en tout cas la réponse officiellement à la personne. Mais bon, ça, je dis ça et on met ça de côté.
Ce qu'il faut surtout retenir dans ce genre de domaine, c'est que c'est normé. Aujourd'hui, dans les pays, surtout anglophones et même francophones, tu as déjà en fait un ensemble de best practices qui encadrent un peu ce genre de plateforme. Donc, c'est déjà de les identifier et puis d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez être conforme à ça. Parce que ce que moi je vais dire, ce que X va dire, ce que Y va dire, ne fait pas foi ou en tout cas n'a pas plus de poids que ce qu'un organisme international avec une centaine d'experts se sont assis, ont réfléchi et ont décidé de dire, ah bon, voilà, par exemple, les best practices qu'on va essayer de suivre. Donc ça permet déjà d'apporter un peu plus de confiance quant à ce qu'on a essayé de réaliser. Donc, moi, c'est ce que je pourrais donner comme réponse. Donc, essayez de montrer que sur la partie infrastructure, vous avez mis le paquet côté sécurité. Sur la partie entraînement du LLM, vous avez mis les garde-fous nécessaires pour vous assurer que le LLM, il a été développé, en tout cas, avec des données qui sont correctes. Et puis ensuite, voici les best practices aujourd'hui que vous suivez pour vous garantir, en fait, que le LLM, en tout cas, à un certain niveau de confidentialité qui respecte et puis de sécurité, voilà, tout autour. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Étienne. Ok, bon, je vois Oui, qu'il y très a... correct. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci à toi. Ok, Konaté. Oui, merci à Youssouf et Khalil pour cette brillante présentation. Merci pour cette opportunité d'apprendre davantage, surtout sur un sujet vraiment passionnant et d'actualité. Donc, moi, ma question va un peu dans le sens d'Est Détro. En fait, aujourd'hui, on a des LLM qui souvent sont développés au fait en interne pour répondre à certains besoins. Et ces LLM-là sont utilisés à la fois par des experts métiers en IA et data et aussi par des non-experts. Et ce qui fait que très souvent, on se retrouve avec des utilisateurs qui comparent les résultats au fait de leur prompt qui sont faits sur les outils internes avec ceux au fait qui sont sur le marché, notamment ChatGPT, Claude et autres. Donc, ça crée certaines frustrations où tu vois que le même prompt que l'utilisateur a mis sur le LLM en interne, ils ne donnent pas les bonnes réponses parce qu'il y a beaucoup de garde-fous qui ont été mis, notamment beaucoup de balises de sécurité qui sont mises pour restreindre au fait la réponse au fait du LLM. Par contre, lorsqu'il se retrouve sur les LLM du marché, il a une panoplie de réponses et il trouve que ces réponses sont vraiment meilleures. Donc, ça crée beaucoup de frustration et moins d'adhésion au fait sur les solutions développées en interne. Donc, la question qui, auquel on se pose, est-ce que tous ces garde-fous de sécurité-là, arrivé un moment, il ne faudrait pas l'évaluer de telle sorte que, au fait, ça ne soit pas très contraignant, en fait, pour les utilisateurs. Parce qu'ils auront toujours des alternatives qui sont sur le marché et aussi à des prix qui sont pas forcément très chers pour eux. Donc, ils préfèrent y aller pour avoir vraiment des gains en termes de productivité. Ok, ok. D'accord, je vois la question. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que déjà, les autres sur le marché, ils sont obligés de faire la sécurité. Et de la sécurité à un niveau qui, vu le nombre de personnes qui utilisent également la plateforme, qui est assez aussi, j'ai envie de dire, à des standards élevés. Maintenant, peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est en termes de restrictions, comment est-ce que on améliore les différents niveaux de restrictions qu'on pose? Donc, aujourd'hui, comment est-ce que ces plateformes font pour éviter que le contenu d'une discussion d'un autre utilisateur ne fuite chez un autre? La manière dont ils implémentent ces mécanismes, est-ce que c'est comme ça que nous on implémente? Est-ce qu'on n'implémente pas des mécanismes un peu euh, trop restrictifs? Donc, c'est de pouvoir faire peut-être un benchmarking sur
les différents mécanismes qui sont utilisés dans ces environnements-là. Dire qu'on va lever la sécurité, parce qu'après, c'est les mêmes qui vont dire aussi que finalement, vous, votre plateforme, je suis venu poser une question, tout le monde dans l'entreprise sait la question que j'ai posée. Donc, c'est de juste essayer d'adapter en termes de mécanismes, en termes Bon, de... c'est Allô? bon, j'ai envie de tester matin. Ok, je pense qu'il y a un Super, vous micro qui est pouvez ouvert fermer vos quelque part. micros. Donc, c'est de Comme juste ça, j'ai regarder une feuille, c'est combien je dois? Oh, en termes H. Ok, je pense qu'on oui, peut juste fermer son micro ou c'est oui, son déjà micro fermé. est fermé. Ok, C'est fermé. donc, juste regarder en termes de contrôle de best practices que eux ils suivent, comment est-ce que c'est fait chez nous? Normalement, l'avantage que vous devrez avoir, c'est, on va dire, la pertinence des données. Donc, comme on est en interne, on a accès à de la documentation, on a accès à un certain nombre de choses, un historique de projet qui fait que normalement, on devra avoir des données assez précises sur un certain nombre de sujets. Après, d'une manière générale, ça va être difficile peut-être de les battre. Mais sur, on va dire, des sujets spécifiques à l'entreprise, c'est tout à fait possible. Donc, oui, il faut faire une révision des règles de restriction qui sont en place, non pas pour les lever, mais pour essayer de comprendre, en fait, entre ce qui est fait sur le marché et puis ce que nous on fait, quel est le bon niveau à garder. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu un peu à la question. OK, 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 merci. d'accord, merci. Et bon, ça aussi, ce sont des expertises hein, à contacter pour voir comment on améliore un peu tout ça. Donc, voilà. Oui, bon. Kyle, moi, il y avait une question. Je sais pas si je peux la poser. Allô? Donc, Youssouf, je sais pas, j'ai l'impression que tu parles, mais j'entends pas. Allô, tu m'entends pas? En tout cas, si tu Ah, parles, c'est j'entends pas. pas. Ah, j'entends Youssouf. OK, Ah, allô, c'est bon? j'entends quelqu'un maintenant. Moi, j'entends Youssouf. J'entends Khalid aussi. Ah, OK, donc pourquoi est-ce que j'entends pas Youssouf alors? Allô, tu m'entends-tu? Là, j'ai bien entendu Étienne, mais Oh, qu'est-ce qui fait que- j'entends pas. Je vais peut-être me déconnecter puis me reconnecter. Je sais pas pourquoi. Je sens que mon micro, il est souci. Allô, vous m'entendez? En tout cas, je t'entends Youssouf. Ouais, on vous entend, hein, Youssouf. Oui, pas Étienne, OK, c'est bon là maintenant. Je pense que j'entends Youssouf à nouveau. Ou du moins, je l'entendais. Donc, Youssouf, je sais pas, c'est bon maintenant pour toi aussi? Là, je vois le micro est fermé. Donc, je pense on a plus de questions. Donc, Youssouf avait une question lui-même, donc c'est ce qu'il disait Antoine. Je il pense que avait, si son micro. il avait une Il question avait une lui-même, question. c'est ça? Oui. Ah, Oui, OK. je pense qu'il y a Youssouf qui a un problème avec son micro.
Et ok. nous tendons vers la fin, en fait, de la masterclass, vu qu'il n'y a plus d'autres intervenants. Je trouve qu'il y a un petit souci avec son micro. Donc, au conférencier Khalil, nous te disons merci. Au nom de l'ensemble des alumni de l'IDSI, nous te disons merci pour ta disponibilité, ta promptitude à répondre à notre demande et aussi pour cette brillante présentation qui était vraiment de qualité, riche en enseignements et aussi avec beaucoup de conseils avisés qui nous aideront dans nos métiers respectifs. Vraiment, merci à toi et merci à tous ces personnes-là qui sont connectées. Il y a un lien qui a été partagé dans le chat. Vous pouvez au fait donner vos avis sur la masterclass et faire des recommandations pour qu'on puisse s'améliorer. Et aussi, on a notre chaîne YouTube qui est disponible. Vous pouvez voir au fait l'ensemble de ces masterclass en replay et aussi notre canal LinkedIn pour pouvoir suivre notre actualité. Donc, pour clôturer au fait cette masterclass, nous allons passer la parole à Khalil pour son mot de fin et souhaiter un excellent week-end à tout le monde. Ok, ok. Merci encore, hein, merci. Déjà, c'est encore un honneur pour moi d'avoir pu échanger avec vous ce matin. J'ai beaucoup apprécié la qualité des échanges, les questions qui ont été posées. Et donc, je reste totalement disponible. S'il y a d'autres sujets sur lesquels je peux aider, voilà, ça sera avec plaisir que je pourrais revenir pour qu'on échange. Je disais même à Dexter que ça serait bien que des sessions soient peut-être un peu plus physiques. Ça permet de pouvoir partager des moments encore plus qualitatifs. Mais vraiment, merci à vous pour le temps accordé. Et puis voilà, je reste à votre entière disposition pour d'autres sujets. Merci encore. Et Merci. Merci bon bien. week-end. Merci. Merci bien et bon week-end à tous. N'oubliez pas de réagir sur les différents liens dans le chat, le canal YouTube pour voir les replays, notre page Merci. LinkedIn pour suivre l'actualité et aussi le lien pour donner vos avis. Merci à tous, excellent week-end et à la prochaine. Merci. Merci à tous.